Bonjour à tous. Donc Élodie Mériot, je travaille en néphropédiatrie à Tours et également en suivi de consultation de greffés adultes à Bretonneau. Alors, donc, je vais vous parler de la néphronophthise, qui est une maladie génétique rare. Elle a été décrite pour la première fois en 1951 par Fanconi et elle entraîne en fait des anomalies tubulo-interstitielles au niveau rénal, avec un dysfonctionnement surtout des tubules. Et c'est une maladie qui va inéluctablement évoluer vers une insuffisance rénale terminale. L'incidence, elle est variable selon les pays. Elle est de 1 sur 50 000 naissances en Finlande et au Canada et 1 sur 1 million aux États-Unis, donc beaucoup plus rare. Mais en néphropédiatrie, elle représente environ 10% des causes d'insuffisance rénale terminale. De nombreuses mutations ont été décrites dans la néphronophthise avec actuellement une vingtaine de gènes connus. Et on distingue plusieurs formes cliniques en fonction de l'âge d'apparition des symptômes. Alors la forme la plus fréquente, c'est la néphronophthise juvénile qui débute dans l'enfance et va aboutir à une insuffisance rénale terminale à l'adolescence, souvent vers l'âge de 12-13 ans. Il y a aussi une forme qu'on appelle la forme infantile, qui est une forme rare et qui donne une atteinte rénale d'emblée sévère dès les premiers mois de vie et qui va aboutir cette fois à une insuffisance rénale terminale vers l'âge souvent de 2-3 ans. Et puis les formes de l'adolescent ou de l'adulte jeune qui entraînent une insuffisance rénale terminale plutôt vers l'âge de 19 ans en moyenne. Alors cette atteinte rénale, donc la néphronophthise, elle peut être isolée ou bien associée à l'atteinte d'autres organes, comme on va le voir un petit peu plus tard. Alors un petit rappel donc sur l'anatomie du rein. Donc les reins situés évidemment dans les fosses lombaires, ça je pense que tout le monde le sait. Donc produisent l'urine qui va s'écouler dans les calices, puis dans le bassinet, enfin dans l'urtère pour arriver dans la vessie. La périphérie du rein, on appelle ça la corticale, et dans la corticale, il y a les glomérules ou les filtres, et puis des tubules, alors que dans la partie centrale que l'on appelle la médullaire, il y a les tubules. Il n'y a pas du tout de glomérules, et donc dans le rein, il y a environ 1 million de petites unités fonctionnelles qu'on appelle le néphron. Le néphron étant constitué d'un glomérule et puis ensuite tout un petit système de tubules. Et ces néphrons, ils sont entourés d'un tissu qu'on appelle le tissu interstitiel et également de vaisseaux sanguins. Alors, comment ça fonctionne? En fait, le sang arrive donc dans les glomérules par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une artériole afférente. Ensuite, il y a tout un petit système de capillaires où vont se faire donc les échanges avec donc le sang va être épuré de tous les déchets, également d'une grande quantité d'eau, ce qui va aboutir à ce qu'on appelle l'urine primitive qui représente environ 150 à 180 litres d'eau par jour, ce qui est conséquent. Et ensuite, cette urine primitive va passer dans tout un système de tubules, le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal, puis le tube collecteur, pour arriver à l'urine définitive. Donc dans tout ce système de tubules, il y a de nombreux échanges qui se font, des réabsorptions d'eau, d'ions, etc., pour aboutir donc à cette urine définitive qui représente environ 1,5 litre par jour. Et donc dans la néphronophthise, c'est au niveau de ce système tubulaire que se situe l'anomalie, ce qui va expliquer un petit peu les symptômes cliniques qu'on va pouvoir observer. Donc là, je vous décris la forme juvénile qui est la forme la plus fréquente. Donc les premiers signes cliniques vont apparaître entre l'âge de 2 et 4 ans et ils vont souvent passer inaperçus. En fait, ce qu'on observe, c'est un syndrome polyuro-polydipsique, c'est-à-dire que le rein, il va avoir du mal à réabsorber l'eau et donc on va avoir une augmentation du volume urinaire, ce qu'on va appeler une polyurie, ce qui va entraîner évidemment une soif, ce qu'on va appeler la polydipsie. Et donc ce symptôme, il peut passer complètement inaperçu. On dit bon, c'est un enfant qui boit beaucoup, mais ça a toujours été comme ça. Et ça peut passer comme ça inaperçu pendant de nombreuses années. Parfois, on va avoir un enfant qui va rester énurétique, c'est-à-dire qu'il va continuer de faire pipi au lit, parce qu'il a une polyuropolydipsie en fait.
ou parfois c'est un enfant qui a été propre et qui va refaire pipi au lit, ce qu'on appelle l'énurésie secondaire. Et dans ces cas-là, il faut toujours penser à une potentielle pathologie, et notamment la néphronophthise. Alors, ce trouble de concentration urinaire, il va apparaître alors que la fonction rénale, initialement, elle est conservée. Ce qu'on peut observer également, c'est des pertes urinaires de sodium, donc de sel, avec un risque important de déshydratation chez ces enfants, surtout en cas de gastro-entérite. Et puis également des pertes de bicarbonate, puisque le rein ne réabsorbe pas bien les bicarbonates, ce qui va entraîner dans le sang ce qu'on appelle une acidose. Alors, si on fait une bandelette urinaire, on ne va rien retrouver, à part des urines qui vont être très peu concentrées, mais on n'aura ni hématurie, donc ni présence de sang, ni protéinurie. Ça, ce sont plutôt des signes d'atteinte des glomérules, et dans la néphronophthise, les glomérules ne sont pas touchés. Il n'y aura pas non plus d'hypertension artérielle. C'est des enfants qui ont une fonction, une pression artérielle strictement normale. Par contre, le trouble de concentration urinaire puis l'insuffisance rénale vont entraîner donc souvent un retentissement sur la croissance, avec souvent une cassure de la courbe staturopondérale, comme on peut le voir là sur cette courbe, qui est une vraie courbe d'une enfant qui avait une néphronophthise. Avec donc une enfant qui était plutôt aux alentours de plus une déviation standard sur la courbe du haut, et puis qui se met à la moyenne et ensuite qui passe en dessous. On a également une anémie qui est souvent plus sévère que le voudrait l'insuffisance rénale. Et puis les conséquences au niveau osseux de l'insuffisance rénale avec des anomalies du métabolisme du calcium et du phosphore. Mais parfois, le diagnostic, et c'est arrivé plusieurs fois dans le service, là en néphropédiatrie à Tours, le diagnostic n'est porté qu'au stade d'insuffisance rénale terminale. C'est-à-dire que les enfants arrivent sans qu'il y ait eu de diagnostic de portée, ils sont d'emblée en insuffisance rénale terminale, ils vont nécessiter donc une dialyse en urgence. Alors, les examens complémentaires, on les fait, mais ils ne nous permettent pas forcément de porter le diagnostic. Alors, à l'échographie rénale, au début, on n'a rien de particulier. Et puis après, on va avoir un aspect un petit peu hyperéchogène des reins, c'est-à-dire des reins qui ont un aspect un peu trop blanc. Et puis, ils vont être mal différenciés et à un stade assez avancé, on peut avoir des petits kystes qui apparaissent dans la médullaire. Au niveau de la biopsie rénale, on ne la fait pas systématiquement, on la fait même plus beaucoup, puisque les signes ne sont pas spécifiques. Donc on va avoir une atteinte, comme je vous disais, de l'interstitium, et puis des tubules, comme on voit là sur la biopsie, avec des membranes tubulaires qui sont très irrégulières. Et puis ce qu'on va faire surtout, en fait, c'est une analyse génétique. Si on a à la fois la clinique, l'échographie qui sont en faveur, toute l'histoire de l'enfant, on va facilement faire une analyse génétique. Alors les diagnostics différentiels, il y en a toujours. Alors la polykystose rénale autosomique récessive, ça va surtout être un diagnostic différentiel de la forme infantile, puisque dans la polykystose récessive, on va avoir des très très gros reins. Souvent même c'est des diagnostics qu'on fait avant la naissance des enfants, avec une hypertension sévère dès les premiers jours de vie, parfois, et puis une évolution vers l'insuffisance rénale dans l'enfance, avec nécessité de greffe souvent dans l'enfance. Le syndrome de Bardet-Biedl, qui est une maladie également en transmission autosomique récessive, qui donne parfois des petits reins, des reins un peu hyperéchogènes, et puis qui peut s'associer à une rétinite pigmentaire comme dans la néphronophthise qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc c'est un déficit visuel. C'est des enfants qui ont souvent aussi une obésité, un 6e doigt et un petit retard des acquisitions. Et puis la mutation du gène HNF1 bêta qui donne également des reins hyperéchogènes, mais qui est souvent moins sévère et qui évolue vers l'insuffisance rénale souvent plus tard dans la vie, avec apparition d'un diabète à l'âge adulte. Alors, les atteintes associées, donc la néphronophthise, soit elle est isolée, donc on n'a une atteinte rénale, soit on va avoir des atteintes d'autres organes dans 10 à 20% des cas. On peut avoir assez souvent une atteinte oculaire, qui donne donc une atteinte de la rétine,
Ça s'appelle le syndrome de Senior-Loken. Et dans ce syndrome, on peut avoir soit une baisse progressive de l'acuité visuelle, soit d'emblée une cécité dès la naissance qui va se traduire par un enfant qui va avoir des mouvements oculaires anormaux, ce qu'on appelle un nystagmus, et qui n'aura aucun suivi du regard. Ça, c'est la forme sévère qu'on appelle l'amorose de Leber. On peut également avoir des atteintes neurologiques, avec notamment des atteintes du cervelet. Comme on peut le voir là sur la coupe de scanner, le cervelet, c'est ce qui est au milieu là. Vous voyez, il est tout petit, il est atrophié. Et donc, quand on a une atteinte du cervelet, ça donne des troubles de la marche, une démarche un peu ébrieuse, et des troubles également de la parole. Donc ça, c'est dans le syndrome de Cogan. Et puis, on peut avoir également des hypotonies et un retard mental dans le syndrome de Joubert. Dans certains cas, on va avoir une atteinte osseuse avec des épiphyses en cône, on appelle ça. Donc là, je ne vous ai pas mis, mais c'est sur les radios des mains qu'on voit ça chez les enfants, avec une forme assez particulière des épiphyses. Ça s'appelle le syndrome de Saldino-Minzer, c'est des noms un petit peu compliqués. Et puis parfois, on peut avoir des atteintes thoraciques, parfois assez sévères, comme dans le syndrome de Jeune, avec une insuffisance respiratoire parfois chez le petit. Et enfin, on décrit des atteintes hépatiques avec des fibroses aspécifiques. Alors, au niveau de la génétique, donc c'est une maladie autosomique récessive. Alors, un petit rappel. Donc, on a 23 paires de chromosomes dans chaque noyau de chaque cellule. On a 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels. Donc, quand on est un homme, on a XY. Quand on est une femme, on est XX. Dans la néphronophtise, il y a 2 mutations qui sont héritées de chacun des parents. Donc, les parents, ils sont en bonne santé. Ils ont un gène muté, un gène normal. Et donc, c'est le gène normal qui va prendre le dessus. Donc, eux, ils n'ont aucun symptôme. Et l'enfant, il va hériter du gène anormal de chacun de ses parents. Donc, lui, il va avoir 2 gènes anormaux et donc, il va être malade. Il va exprimer la maladie. Donc, ça veut dire que chez des parents qui sont hétérozygotes, à chaque grossesse, il y a un risque sur 4 d'avoir un enfant malade. Il y a une chance sur 4 pour que l'enfant soit sain et hérite des 2 gènes normaux. Et puis, il y a une chance sur 2 pour que l'enfant soit comme ses parents, c'est-à-dire hétérozygote, mais porteur sain, c'est-à-dire non malade. Ce qui explique que parfois, il peut y avoir plusieurs cas dans une même fratrie. Et par contre, il n'y a pas de cas chez les parents. La fréquence de la maladie, elle est augmentée aussi si les parents ils ont un lien de parenté en fait entre eux. Les gènes de la néphronophtise, donc ils vont coder pour des protéines qu'on appelle les néphrocystines. Et en fait, ces petites protéines, elles ont un rôle au niveau du cil qui est situé au niveau des cellules du tubule, et également un rôle pour assurer la jonction entre ces cellules. Alors, le premier gène qui a été identifié, c'était en 1997. On l'appelle le gène NPHP1. Il est situé sur le chromosome 2 et il est responsable donc de la néphronophtise juvénile. On le retrouve dans 20% des cas si on fait une étude génétique. Le gène NPHP2, il code pour une protéine qu'on appelle l'inversine et il va donner la néphronophtise infantile. Donc, la forme sévère avec des gros reins, une hypertension artérielle et une insuffisance rénale très précoce. Et puis le NPHP3, c'est la forme donc, de l'adolescent qui évolue vers une insuffisance rénale terminale plus tard, souvent, mais avant l'âge de 20 ans, souvent vers l'âge de 19 ans. Alors actuellement, il y a une vingtaine de gènes qui ont été décrits, qui sont responsables donc de tableaux de néphronophtise, parfois avec l'atteinte d'autres organes. Mais parfois, dans certaines familles, en fait, on n'a pas de mutation retrouvée, pas de mutation identifiée, ou alors une seule sur les 2, ce qui ne permet pas d'expliquer le tableau de néphronophtise, puisqu'il faut avoir 2 gènes mutés pour être atteint. Et quand une mutation est connue dans une famille, on peut parfois proposer un diagnostic prénatal, voire un diagnostic préimplantatoire, mais tout ça, évidemment, doit être discuté en comité, et notamment avec les généticiens. Alors, l'évolution de la maladie, comme je vous le disais,
Inéluctablement, ça va évoluer vers une insuffisance rénale chronique qui va devenir terminale dans l'enfance, avec donc une augmentation progressive de l'urée et de la créatinine, et puis toutes les conséquences de l'insuffisance rénale, les conséquences au niveau du métabolisme phosphocalcique et donc des conséquences osseuses qui va nécessiter des supplémentations en calcium, des chélateurs de phosphore, de la vitamine D activée, puisque la vitamine D est activée dans les reins. Donc quand les reins sont abîmés, ils peuvent plus activer la vitamine D. On va également avoir un retentissement sur la croissance staturale, et donc en cas d'insuffisance rénale chronique, il y a une indication à faire des injections d'hormones de croissance chez ces enfants. Des injections qui se font une fois par jour en sous-cutané le soir. Et puis, il va également y avoir une anémie, puisque vous savez que dans les reins est fabriquée l'érythropoïétine, qui permet de fabriquer des globules rouges et l'hémoglobine. Et donc, on va être amené à faire des injections de PO, et puis de traiter souvent également, de donner un petit peu de fer pour aider la fabrication des globules rouges. Dans cette pathologie, comme je vous disais, il y a un dysfonctionnement des tubules, et donc il va y avoir des pertes d'ions dans les urines, notamment de sodium, ce qui va entraîner donc des hyponatrémies, des pertes de bicarbonate, ce qui va entraîner des acidoses, et donc ça va nécessiter de mettre en place des supplémentations également pour favoriser une meilleure croissance. Le trouble de concentration va persister très longtemps, donc c'est des enfants chez qui on ne va pas prescrire ni régime sans sel ni restriction hydrique, à la différence de beaucoup d'autres pathologies qui entraînent une insuffisance rénale sévère voire terminale. Là, dans ce cas, la polyurie, elle persiste souvent très longtemps, donc on ne fait pas de restriction des apports en eau. Et puis quand l'insuffisance rénale va arriver au stade terminal, eh bien, il va falloir faire un traitement, donc soit une greffe préemptive, c'est-à-dire une greffe d'emblée, soit passer par de la dialyse, puis envisager une greffe dans les suites. Et cette maladie ne va pas récidiver donc, sur le greffon. Donc une fois que l'enfant va être greffé, il n'aura plus tous les symptômes liés à sa néphronophthise. Voilà, je vous remercie.